je ne craindrai pas. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu iras devant moi. Tu ne m'abandonneras pas. Je ne suis pas seul. Je ne suis pas seul. Tu iras devant moi. Tu ne m'abandonneras pas. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. I am not alone. I am not alone. You will go before me. You will never leave me. J'étais brisé, vide et sans espoir. Ta grâce m'a trouvé, m'a restauré. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, oh, j'allais errant de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Tu prends nos faiblesses, tu prends nos échecs, tu places ton trésor dans des vases d'argile. Oh, prends mon cœur, Père, je veux te servir pour que tous voient ta vie en moi. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais errant de lieu en lieu
Je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Et maintenant je vois, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Grâce infinie de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Oh, 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 j'allais de lieu en lieu quand tu m'as retrouvé. Et maintenant je vois, je vois l'amour, la grâce dans tes yeux, donnant ta vie pour moi, me ramenant de la mort à la vie. Wow, merci. Ok. Voilà, nous allons prendre donc la dernière phase pour ce soir. Et on va commencer par les questions. S'il y a des questions, on a partagé des choses. Et je sais qu'il y a des gens qui ont certainement besoin d'éclaircissement par rapport à des questions. Demain aussi, on va avoir des questions. Ce soir, on va rester dans les questions seulement qui appartiennent à ce qu'on a dit hier et aujourd'hui. Alors, je le dis pourquoi? Parce que il y a des gens, quand ils posent des questions, ils peuvent poser des questions qui n'ont rien à voir avec, c'est-à-dire, il va chercher, par exemple, comment s'appelle le petit frère de Donald Trump. Je ne connais pas. Ça, je ne connais pas. Je ne connais pas. Donc, il ne s'agit pas de ce genre de questions, mais plutôt en relation un peu avec tout ce qu'on est en train de voir. Alors, c'est une question qui brûle. Où sont les techniciens? Il faut demander aux techniciens. S'il y a une question qui brûle dans votre esprit depuis là, hier ou aujourd'hui, vous pouvez lever la main, on vous donne le micro, on va répondre à votre question avant de continuer et terminer. Est-ce qu'il y a une question? Voilà, il y a quelqu'un juste en face qui a une question. Voilà. Bonsoir. Bonsoir, comment vous appelez? Je m'appelle Claude. D'accord, vous étudiez en quoi? En droit, première D'accord, année. ok. Hier, vous avez dit que parfois nous pensons vouloir quelque chose, Très bien. alors que ce n'est pas vraiment ce que nous voulons. Très bien. Donc, j'aimerais savoir comment est-ce que je peux faire pour savoir ce que je veux vraiment.
Parce que vous avez expliqué qu'on peut avoir un désir, un fort désir de faire quelque chose, mais que ce n'est pas ce que nous voulons vraiment faire. Très bien, magnifique. Donc, comment est-ce que je peux savoir ce que je veux vraiment faire? Très bien, c'est une très bonne question. Ça montre que tu as vraiment suivi la séance d'hier. Ce point-là, c'est un message que j'appelle « Vous ne voulez pas vraiment ce que vous dites que vous voulez ». Alors, comment faire pour le savoir? Je vais vous proposer simplement 3 choses. La première chose, pour savoir, parce qu'il y a 2 questions là on peut formuler ta question sous 2 formes. La première forme, c'est comment savoir ce que je veux vraiment. Ça, c'est la première forme. La deuxième forme, c'est comment savoir que je ne veux pas ce que je pense que je veux. Donc, il y a 2 formes. Et les 2 formes reviennent toujours aux mêmes réponses que je vais donner. Alors, la première chose, c'est d'abord comprendre, il faut comprendre ma question, du moins ma pensée. Ma pensée, c'est que, voilà ça. Quelqu'un peut dire, je veux étudier dans ce domaine, par exemple, tout en n'allant pas au cours. Il s'inscrit, il vient à Dakar, il fait tout ce qu'il a à faire et il jure qu'il veut devenir magistrat. Il fait tout ce qu'il y a à faire. Mais à la fin, il ne va pas régulièrement au cours. À partir de ce moment, on dit quoi? Il veut ce qu'il ne veut pas vraiment. Alors pourquoi il y a le vraiment? C'est parce que il n'est pas capable d'assumer les exigences de ce qu'il veut. À quel moment donc vous ne voulez pas ce que vous dites que vous voulez? C'est quand vous n'êtes pas capable d'assumer les exigences de la chose que vous dites que vous voulez. Parce que la règle des choses importantes dit ceci. Tout ce qui a de la valeur a un prix. Même quand vous allez dans les magasins, dès que vous voyez 2 articles, une paire de chaussures par exemple, on vous dit, celle-ci est à 10 000. Après on vous dit, celle-ci est à 30 000. Donc, les articles selon la valeur, le prix se différencie. Plus la chose que vous désirez est importante, plus vous devez savoir qu'elle cache en elle plus d'exigences. Alors, il y a des gens qui ont quoi? Des rêves des rois, mais des habitudes d'esclaves. Vous comprenez ça? Il y a des gens qui veulent être très importants. Même quand vous regardez le cursus qu'ils veulent faire, mais ça c'est le cursus des gens qui sont très sérieux. La manière dont tu te comportes, les produits que tu absorbes, les gens avec qui tu marches, les lieux où tu pars, c'est pas sûr que tu vas réussir cela. Parce que ça demande de la concentration. Ça demande d'être sérieux. Ça demande donc tout ce qui est important exige, n'est-ce pas? Par exemple, au niveau du Gabon, tu veux être instituteur. Tu as un parcours à faire, n'est-ce pas? Tu veux, par exemple, niveau 6e, 3e. Tu as un parcours à faire, n'est-ce pas? Mais si tu veux être médecin, tu as un autre parcours à faire. J'ai dû, par exemple, dans notre organisation, créer une église spéciale des médecins. Pourquoi? Mais parce que les médecins n'arrivaient pas à s'en sortir avec nos différentes églises. Parce que le programme de nos églises ne correspondait pas. Est-ce que vous comprenez un peu? À la charge de leur travail. Donc on a dû créer leur lieu de culte. Et c'est un lieu spécial, pourquoi? Parce qu'en même temps ils priment, en même temps ils travaillent. Les premières années sont soutenues par les années supérieures, ainsi de suite. Les 5e années viennent pour aider. Donc c'est comme ça. Donc c'est une église spécialisée en termes de programme. Sachant qu'ils ont un programme spécifique, on a donc adapté, n'est-ce pas, selon leur programme. Donc vous voyez un peu qu'on peut vouloir une chose, mais tout en ayant des appétits, des habitudes et des comportements qui ne coïncident pas avec l'exigence de cette chose. Mais attention, je vais terminer. Ce que je suis en train de dire n'est pas aussi simple que ça. On peut se dire, ah d'accord, j'ai compris. Je vais donc désormais avoir des habitudes qui correspondent à mon rêve. Ce n'est pas aussi simple que ça. Puisque les hommes sont quoi pour la plupart?
esclaves de leurs habitudes. Se déshabituer n'est pas une chose facile. D'où maintenant, nous parlons de réorienter sa vie. Parce que vous avez entendu parler du terme foi. Le mot foi, piscis, qui en réalité est une puissance. La foi n'est pas une croyance. Il y a une différence entre croire et avoir la foi. La foi est la puissance qui vous donne le pouvoir de devenir aujourd'hui et demain ce que vous n'étiez pas hier. C'est pourquoi quand on raconte les histoires des hommes de foi, les hommes de foi ont cru à aujourd'hui et à demain, ce dont tout le monde doutait. Donc la foi est une puissance. Donc nous demandons aux gens de tourner leur vie vers une vie de foi et de changer leurs habitudes. Donc ce n'est pas facile de changer ses habitudes. Ce n'est pas facile de se dire, bon, je vais arrêter ceci, je vais arrêter cela. Ce n'est pas aussi facile que cela. Il faut accepter donc de changer toute sa vie pour voir ses habitudes changer. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà comment vous pouvez, les exigences et les habitudes vous permettent de savoir que quelqu'un ne veut pas vraiment faire ce qu'il dit qu'il veut faire. C'est bon? Une autre question? Un garçon maintenant, d'abord ici. Voilà, puis on retourne. On essaie de faire l'équilibre. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je réponds au nom de Mokhtar Lewa. Je suis étudiant à IPG-IST. Je fais l'audit et contrôle de gestion. D'accord. Alors, j'ai juste une question à poser à notre cher modérateur. Donc, je vous remercie pour votre belle présentation et tous vos exposés que vous venez de nous faire. Ma question est celle-ci. Vous avez parlé de la valeur non négociable. Et ça m'a touché beaucoup en tant qu'un leader. Il arrive des fois, vous êtes dans une équipe, face à un responsable, et que vous savez très bien ce que le responsable est en train de dire n'est pas vrai. Et il vous pose la question, vous pouvez demander Mokhtar, tout simplement. Et toi-même, tu sais que ce n'est pas vrai. Mais tu es obligé de dire, oui, c'est vrai. Et ça m'arrive toujours. D'accord. À chaque fois. Deuxième chose, tout ça tourne autour de la valeur non négociable parce que j'ai essayé de regrouper tout ça. Deuxième chose, par exemple, une personne, il est en face de moi et qu'il est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien. Au lieu que je lui dis, regarde, ce que tu es en train de faire n'est pas bien, j'essaie de contourner pour qu'après, je lui remets sur le chemin. Alors, vous avez dit ça aussi, ce n'est pas une valeur négociable. Alors, quelles sont les techniques que vraiment on peut être bref, strict sur ça pour qu'on puisse travailler sur notre vie? Ok, vous prenez bien parce que je comprends ce que vous voulez dire, mais je veux savoir le point clé de votre question. C'est-à-dire ce que vous voulez vraiment comprendre. J'ai compris déjà que dans la première chose, vous demandez comment faire pour vivre avec un leader qui voit les choses d'une manière qui ne sont pas de fois honnêtes. Et vous êtes peut-être un second. Et chaque fois, il vous rend complice de cela. Comment faire, n'est-ce pas? Ok, maintenant la deuxième pensée par contre que je veux cerner. Alors, vous voulez dire quelque chose à quelqu'un, vous voyez quelqu'un dans l'erreur, et à des moments, vous n'arrivez pas à le lui dire en face. Exactement. Alors, vous essayez de passer par... Voilà, et vous me demandez de savoir quoi? Comment je peux m'arrêter à ce système-là? Pour dire aux gens les choses telles qu'elles sont. Oui. Ok. Waouh. Ok. D'accord. Pour la première chose d'abord. Voyez-vous, si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes avec des personnes qui pensent différemment de vous, ce n'est pas une mauvaise chose. Mais si ces personnes pensent faussement, alors que vous voulez la justice, l'intégrité, la vérité, etc., etc., alors vous avez deux possibilités seulement. Première possibilité, sortir du groupe. Deuxième possibilité, travailler pour devenir le leader. Certainement demain je vais vous parler de ça. La plus grande des puissances sur terre s'appelle le leadership.
la plus grande puissance sur la terre s'appelle le leadership. Les leaders sont les seules personnes capables de changer un lieu, un endroit, un organisme, une organisation, une école, un hôpital, un pays, un continent, une nation. Pas les intelligents, les leaders. Pas les diplômés, les leaders. Seuls les leaders changent. À chaque fois que vous voyez quelque part une chose qui devait se faire et qui ne se fait pas, cela veut dire que le leader n'a pas fait. Cela signifie, les routes que vous ne voyez pas en Afrique comme elles devraient se faire, c'est un problème de leader. L'économie qui ne marche pas comme ça devrait marcher, c'est un problème de leader. Le leadership, c'est ce qui commande toute chose. Lorsqu'on veut modifier une chose, c'est-à-dire qu'on a vraiment à cœur à modifier une chose, la seule option que vous avez, devenez le leader. Travaillez pour devenir le leader. Parce que tant que vous n'êtes pas le leader, même si vous avez la vérité, il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste que la sagesse du pauvre ne signifie rien. La sagesse du pauvre. Il est sage, mais dès lors où c'est lui qui est pauvre, personne ne va croire à sa sagesse. Vous comprenez ça? Donc devenez le leader. Vous voulez changer votre quartier, devenez le leader. Vous voulez changer votre entreprise, devenez le leader. Vous voulez changer votre famille, devenez leader dans votre famille. Ça veut dire, vous ne pouvez pas changer en étant celui dont la voix ne pèse pas. Je suis le 7e de ma famille. Je peux modifier en 1 seconde n'importe quoi dans ma famille. En 1 seconde. Quand j'ai compris le leadership avec ma femme, nous avons bouleversé sa famille. Bouleversé. Nous avons marié son père et sa mère qui étaient déjà âgés. On a marié tous les grands frères. On a marié les nièces, les neveux, tout le monde. On a ramené tout le monde à la vie normale. Ceux qui étaient copains et copines, on a cassé le copinage, on a mis le mariage. On a bouleversé. Le leadership vous permet de modifier les choses du jour au lendemain. Donc, ne souffrez pas en disant « Oh, c'est pas la vérité. » Oh, non. Devenez le leader. Et en devenant le leader, vous avez le pouvoir de modifier les choses. Est-ce que vous comprenez ça? Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose maintenant, comment faire pour dire à quelqu'un que ce qu'il fait n'est pas bien? Tout dépend d'abord de quelqu'un, de la personne et de votre relation avec la personne. Vous ne pouvez pas aller, vous dites à tout le monde que vous voyez en route, on va vous tuer. Pour pouvoir conseiller quelqu'un, il faut mettre en relation avec la personne d'abord. Maintenant, si vous êtes en relation avec cette personne, il faut maintenant vous rassurer que cette personne-là est réceptive. Parce qu'on peut être en relation avec quelqu'un, il n'accepte pas que tu lui donnes des conseils. N'est-ce pas? Si la personne est réceptive, ok, vous devez maintenant vous débarrasser de vos peurs. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de dire la vérité à quelqu'un pourtant de réceptif. Il y a des gens qui ont peur. C'est-à-dire, je ne sais pas, j'ai envie de te dire un truc, mais non, là c'est vous par contre qui devez vous débarrasser de votre peur. Parce que vous devez savoir qu'en réalité, la vérité, dire la vérité est une vocation. Dire la vérité. L'organisation dans laquelle je suis, le ministère, c'est la vérité pour une liberté réelle. Le VLR. Et cette organisation, moi tout le monde sait, peu importe, même s'il y a des ministres devant moi, je parle comme vous m'entendez parler. Aussi simplement, je me souviens avoir eu des rencontres où je me suis retrouvé avec des personnes vivant dans des déviations graves et à qui j'ai donné des orientations en pleine séance, parce que je fais mes rencontres fondamentalement pour ceux qui sont au niveau du Gabon, au gymnase de Lomé. Je vois des gens se lever. Je parle à des homosexuels qui se lèvent en pleine séance. Je parle à des voleurs qui se lèvent en pleine séance. Je parle à des personnes qui font des accouchements aux enfants, qui se lèvent en pleine séance, se reconnaissent, s'identifient et décident de venir changer leur vie. La vérité est une vocation. Dire la vérité aux gens est un choix. Est-ce que vous comprenez? Avant de dire la vérité à quelqu'un, il faut accepter soi-même de se dire la vérité.
Une vérité qu'on peut dire aux gens, qu'on ne se dit pas à soi-même, est un mensonge. La vérité commence par soi-même avant qu'on le dise à d'autres personnes. Donc prendre la force de dire la vérité aux gens, c'est d'abord avoir la force de se dire la vérité à soi-même. Lorsqu'on est habitué à se dire la vérité, à reconnaître ses faiblesses, reconnaître ses qualités, reconnaître ses erreurs, alors il est facile pour nous de dire la vérité à quelqu'un d'autre. Ce que vous devez comprendre enfin, pour terminer, c'est que la vérité, on n'a pas le droit de dire la vérité aux gens, la vérité qui blesse. La vérité doit être dite avec amour. La vérité qui blesse est simplement une tentative de destruction de l'autre. Si par exemple quelqu'un est dans l'erreur et que tu viens, tu lui dis la vérité comme ça, sans même tenir compte des gens qui sont autour de lui, même si ce que tu dis est vrai, mais il se sent humilié par rapport aux gens. À partir de ce moment, cette vérité n'est plus de la vérité. Parce que le but de la vérité n'est pas de détruire, ni d'humilier qui que ce soit. Alors la vérité doit être donnée dans l'emballage de l'amour. On dit la vérité pour amener quelqu'un à mieux faire, pas pour détruire quelqu'un. Dès que votre amour, votre vérité est dans l'amour, vous sentirez que vous n'avez plus peur. Parce que même la personne qui vous écoute sait que vous lui dites la vérité par amour. C'est bon? Oui? Oui, c'est elle qui avait levé la main, ensuite on va aller par là-bas. Oui? Bonsoir. Bonsoir? Je me prénomme Gracie, Oui? étudiante à UKO, je fais la comptabilité financière. Ah, oui, c'est vous les actifs, ok. Et passifs, c'est vous. Allons-y, on y va. Pendant que l'orateur parlait, d'abord que Dieu vous bénisse parce que j'ai appris beaucoup de vous aujourd'hui. Merci. Pendant que vous parliez, vraiment beaucoup de questions tardaient mon esprit. J'avais vraiment envie de vous arrêter, mais ce n'était pas possible. Et comme le temps nous est imparti, je vais me contenter de poser une question, mais à 3 volets. D'accord. Le premier est celui-ci. Lorsque vous parliez du pauvre et du riche, la partie du pauvre a beaucoup attiré mon attention. Vous avez dit, bon, on a vu que chez le pauvre, le passif était supérieur à l'actif. Ça, c'est la classe moyenne. Le pauvre n'a même pas d'actif ni passif. Le pauvre a seulement des revenus et des dépenses. Voilà, donc c'était égal à... Voilà. La classe moyenne maintenant, par contre, c'est ça. D'accord. Après, je me suis dit, mais si chez le pauvre, on parle de passif, ok, égal à l'actif. Mais est-ce que nous, en tant qu'étudiants, parce que je me suis mise dans la peau de l'étudiante. D'accord. Est-ce que nous, en tant qu'étudiants, nous ne recevons pas seulement des passifs? Je m'explique. Okay. Dans la mesure où ton parent, au Gabon par exemple, quand il t'envoie l'argent, la liste est déjà faite. Oui. 50 000 maisons, 30 000 de l'eau courant, Oui. 5 000 taxis, ça, nourriture, on peut te dire 10 000 pour tes besoins. Oui. Et tu es femme. Et avec ça, moi je me suis demandé, est-ce que ce ne sont pas aussi des passifs que nous recevons seulement en tant qu'étudiants? Non, parce que si toi tu reçois, ce n'est pas un passif. Le passif, c'est ce qui sort de la poche de tes parents. Passif, c'est quand ça sort. Donc dès lors où ça ne sort pas de ta poche d'abord, c'est même pas d'abord toi, le passif ne vient pas de toi, ça sort de la poche de tes parents. Donc toi tu es une passive de tes parents. C'est à cause de toi que l'argent sort de tes parents. Donc c'est déjà toi pour tes parents tu es un passif. Maintenant quand l'argent vient entre tes mains, n'est-ce pas? Oui. Ok. Les choses, le passif est différent des dépenses. Passif, c'est la chose que tu utilises qui chaque fois te fait sortir de l'argent comme un téléphone portable. N'est-ce pas? Dépense, c'est j'ai de l'argent, je m'en vais par exemple payer les cours. Ça, c'est une dépense. Donc, c'est pourquoi les pauvres n'ont pas de passif. Les pauvres n'ont pas de véhicule, les pauvres n'ont pas de ceci, tout ça. Les pauvres n'ont pas tout ça. Les pauvres, eux, ils ont seulement revenus plus dépenses. N'est-ce pas? Ok.
la classe moyenne, c'est elle qui a des passifs. Ensuite, les riches. La seule différence, c'est que la classe moyenne, elle a beaucoup de passifs, mais elle croit que ce sont des actifs. Alors que c'est des choses, par exemple, quand quelqu'un a un véhicule, il est salarié, il a un véhicule. Qu'est-ce que le véhicule fait chaque fois? Le véhicule prend l'argent du salaire, chaque fois ça fait sortir. Ça fait sortir. Donc il fait quoi? Le véhicule fait sortir de l'argent. Quoi encore? Le téléphone fait sortir de l'argent. Quoi encore? Le logement qu'il a fait sortir de l'argent. Quoi encore? Oui, donc c'est comme ça que la classe moyenne vit. Donc, je ne crois pas qu'un étudiant est de la classe moyenne, parce qu'il est encore étudiant. C'est quand il va sortir maintenant qu'on va voir dans quelle classe il va se situer. Mais l'étudiant, on peut surtout je crois qu'on peut surtout ranger les étudiants parmi les pauvres. Ce n'est pas une insulte, pauvre. C'est un statut. L'étudiant a quoi? Ce que les parents envoient, ensuite des dépenses. Est-ce que vous comprenez? Donc l'étudiant qui n'utilise pas la matière grise, parce que les passifs ne viennent pas de ce qu'on te donne, les passifs viennent de ta tête. C'est ta tête qui crée les actifs. Les actifs viennent de ta tête, pas de ce qu'on te donne. Donc l'étudiant maintenant qui réfléchit, il va faire quoi? Il peut utiliser ce que les parents envoient. Vous allez me dire comment? Ce n'est pas le cours de ce soir. Il peut utiliser ce que les parents envoient afin de créer, n'est-ce pas, des actifs. C'est ça qu'on va commencer à voir à partir de demain. Donc comment il peut, avec ce qu'il a, il faut créer des actifs. Mais retenez ceci, tout ça en relation avec quoi? Tout ça en relation avec quoi? Le QE, le quotient est dans lequel se trouvent les appétits, les goûts, la coiffure, les chaussures, les ceci, les cela, les tissages, les ongles ajoutés. C'est ça ou c'est pas ça? Donc il n'y a vraiment pas trop de... Il n'y a vraiment pas trop d'actifs dans la vie des étudiants. L'étudiant, souvent, c'est quelqu'un qui reçoit des parents, après, il fait. En grande partie, il est pauvre. Maintenant, il peut avoir des actifs. Mais attention, il y a des étudiants à qui les parents envoient pas seulement ce qu'il faut pour les charges, mais de fois, quand ils calculent bien, ils ont encore un petit surplus. N'est-ce pas? Et maintenant, avec ce petit surplus-là, on ne sait pas comment ils arrivent à faire. Ils se créent des passifs. Vous comprenez ça? C'est pourquoi j'ai pris l'exemple d'un étudiant qui a 3 portables. Parce que le premier portable est une dépense, mais les 2 autres portables sont maintenant des passifs. Vous comprenez comment ça se passe? Voilà. Donc la question est comment je peux devenir un étudiant qui n'est plus pauvre. Ça, on voit ça demain. Comment on va voir comment les actifs... Voilà. Au deuxième volet, vous avez répondu, puisque le deuxième volet, c'était un étudiant peut-il créer des actifs? Et la réponse a été oui. D'accord. Et comment ce sera demain? D'accord. Et le troisième volet, c'est... Vous avez aussi dit que nous, jeunes, lorsque nous apprenons, c'est pour devenir des employés et non des employeurs. Voilà, ça m'a beaucoup interpellé. C'est quelque chose qui est aussi vrai, parce que lorsqu'on apprend, on veut juste travailler demain. Oui. Mais moi, je veux savoir, est-il possible de penser devenir employeur et comment? Ça, c'est demain. D'accord. Ça, c'est demain, mais c'est aussi ce que je veux travailler avec les responsables des communautés. Voilà, parce que c'est ça le but d'une grande rencontre que j'ai envie de faire à Dakar et qu'on fait aussi ailleurs, pour montrer comment, parce que ça, c'est, comme j'ai dit à l'autre qui est venu me voir, me dire, j'ai commencé un petit truc. Je veux savoir comment maintenant avoir des actifs. Je lui ai dit, ce n'est pas une question avec une réponse magique. Ça ne se passe pas comme ça. C'est un cours. Il faut qu'on explique. Donc ce n'est pas que tu es venu t'asseoir et on te dit comment on fait pour avoir des actifs. On dit c'est comme ça. Et puis tu pars, tu deviens riche. Boum. Non, c'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Donc on va voir demain quelques éléments, mais on veut faire toute une rencontre
Ou, parce qu'il y a déjà des gens qui ont terminé même ici à Dakar. N'est-ce pas? Il y a des gens qui sont venus étudier ici, qui ont déjà terminé. Et ils sont en train de chercher comment faire, etc., etc. Et il y a même d'autres qui... Vous savez, au fur et à mesure qu'on va avancer, vous serez un peu comme dans la confusion. Vous dites, bon, attends, là, maintenant, je ne comprends plus. Je dois continuer à étudier ou bien je ne dois pas. Non. Après, vous allez monter et après, vous allez redescendre et puis ça va redevenir normal. C'est un peu comme un médicament que on te met, tu as des crises, après tu es guéri. C'est un peu comme ça. Parce qu'à la fin, il faut choisir. Il y a 3 choix à la fin. Dois-je continuer ce que je fais? Première chose. Deuxième chose, ai-je choisi la bonne direction dans mon orientation? Et enfin, troisième chose, suis-je capable d'être libéré de mes peurs pour devenir ce que vous voulez, directeur? Parce que vous devez comprendre que ceux qui créent des actifs, en vérité, sont les diplômés courageux, audacieux, ingénieux, ceux qui acceptent d'enlever la peur. Parce que ce qui fait que quelqu'un cherche un salaire avec un travail et un patron, c'est la peur. Deux fois, est-ce que, je veux voir, vous ne travaillez que pour, vous n'êtes salarié que pour 3 personnes. À la fin, bon, en fond, ça fait 4. Quand vous travaillez dans une entreprise, peu importe le pays dans le monde que vous êtes, dès que vous travaillez dans une société, un ministère ou une entreprise, vous travaillez pour 4 personnes. La première personne s'appelle vous-même. Suivez-moi bien. Mais vous n'êtes pas la première personne payée dans votre salaire. Avant qu'on ne vous donne votre argent, 3 personnes se servent avant qu'on ne vous donne votre salaire dans tous les pays du monde. 3 personnes. Première personne, le gouvernement. Deuxième personne, votre contribution. Si vous avez les impôts, les taxes, tout ça. Automatiquement, c'est vous qui préparez la retraite des gens. Vous savez ça? Vous savez que ceux qui sont en retraite là, c'est votre argent qui paye la retraite des gens? Est-ce que vous savez comment ça se passe? Et enfin, troisième personne, la banque par laquelle on vous envoie votre salaire. Elle aussi retire sa part de votre salaire. Maintenant, qui est la dernière personne? Vous. Vous prenez le reste. Dans tous les pays du monde, dès que vous êtes un employé, vous payez d'abord 3 personnes avant que vous ne preniez votre salaire. Vous comprenez? Maintenant, les professionnels que vous voyez là, beaucoup d'entre eux n'ont jamais pris le temps de calculer combien ça fait quand ils payent les 3 premières personnes avant leur salaire. Ils n'ont jamais pris le temps de calculer. S'ils se mettent à calculer, ils vont se rendre compte que dans la plupart des temps, c'est presque la moitié. Voilà pourquoi on dit, dès que vous êtes un employé, vous travaillez pour les gens avant de travailler pour vous. Donc, maintenant que vous avez appris ça, quand vous voulez maintenant dire, bon là c'est bon, là, moi je veux, parce que, suivez-moi un peu, pourquoi vous travaillez dans une entreprise et puis à la fin on vous paye? Même si on vous paye 1 million, pourquoi on vous paye? Mais on vous paye parce que votre travail fait rentrer plus d'argent que ce qu'on vous donne. Dès qu'on vous paye 1 million, imaginez que ce que vous faites rentrer. Dès qu'on vous paye 500 000, c'est que vous faites rentrer plus que ça. Donc quand toi tu sors avec tes 1 million, tu dis, oh moi je suis bien payé. Tu ne comprends pas bien. Tu as fait rentrer plus d'argent, c'est pourquoi on t'a donné 1 million en retour. Est-ce que vous comprenez? Donc votre travail fait toujours rentrer plus que ce qu'on vous donne comme salaire. La question c'est, êtes-vous suffisamment courageux pour maintenant travailler pour vous et votre famille et ne plus travailler pour quelqu'un d'autre? Ça n'a rien à voir avec le diplôme, c'est un problème de personnalité intérieure, préparée, planifiée, organisée, coachée pour se lancer dans une telle vie. Et la plupart des gens qui ont étudié n'ont pas le cran de le faire. Vous comprenez comment ça se passe? Voilà, c'est donc, il faut être, vous savez, un des secrets de la vie, c'est un mentor.
Quand vous voulez aller loin dans la vie, rassurez-vous qu'il y a une autorité qui vous montre le chemin. Vous savez à quoi ça sert l'autorité? Ce que vous entendez deux fois, les jeunes ici m'appellent papa, etc. Vous savez à quoi ça sert l'autorité? L'autorité vous permet de ne pas commettre l'erreur qu'elle-même elle a commise. C'est-à-dire, où les autres cherchent à comprendre, vous allez déjà, parce que quelqu'un a compris ça pour vous. C'est ça la grâce d'avoir un mentor. Parce que où les autres perdent de l'argent, vous ne perdez plus de l'argent. Parce qu'en vérité, il a déjà perdu de l'argent là avant vous. Et donc il vous dit simplement, faites pas comme ça, faites comme ça. Ne faites pas comme ça, faites comme ça. C'est ça cette grâce. Réussir, c'est avoir cela. Et c'est important. On a une autre question? Donc demain, on va répondre à comment... Je sais qu'il y a des gens qui veulent déjà me dire, comment je peux avoir mon argent? C'est pas encore ton argent. Bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle Alvarez. Oui. Étudiant, je fais la programmation des automates. D'accord. En tout cas, je vous remercie d'abord pour tout ce que vous avez évoqué ici. J'ai été vraiment touché. Tout d'abord, vous avez, je ne sais pas, bouleversé mon système de programmation. Je vais le dire comme ça. C'était l'objectif. C'était l'objectif. Il parle en termes de programme. J'ai essayé de reprogrammer mon cerveau en fait. Parce qu'après moi, je me dis qu'il faut réfléchir comme ça. Ouais. J'ai reprogrammé mon cerveau et du coup, il y a eu beaucoup de failles. Vous avez parlé de l'homme intérieur. Vous avez parlé de l'homme extérieur. Entre l'homme intérieur et l'homme extérieur, il doit y avoir un pont. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Quel est le système fiable qu'il faut utiliser pour stabiliser ces deux hommes-là? Pour que ça soit l'homme unique qui va dominer en soi. Très bien. Parce qu'après, on se pose la question, on dit à Dieu, où est-ce que je vais? Qui suis-je vraiment? Est-ce que j'ai un rôle sur terre? Et depuis là, je ne sais pas. Très bien, c'est une très bonne question. C'est peut-être une question dont, peut-être que dans ma question, je ne sais pas si les autres vont comprendre, peut-être qu'il n'y aura que toi et moi pour comprendre. Mais même si c'est ça, il n'y a pas de problème, puisque c'est ta question, donc même si toi et moi on comprend, les autres ne comprennent pas, il n'y a pas de problème. Mais au moins, je vais, etc. Alors, la question que tu poses est une question qui n'est presque jamais posée. Pourquoi? Mais simplement parce que la plupart des gens ne savent pas que cette question existe. En l'occurrence, ceux qui prient d'avance, ceux qui prient déjà, ceux qui sont chrétiens. Et je vais expliquer. Je vais expliquer avec un texte. Le psaume 23, verset 1. Alors, regardez ma question, regardez mon explication. Qui travaille, qui étudie avec des modules, livres, je ne sais pas quoi, n'importe quoi, qui étudie avec des modules, un programme, déjà sur un module, qui travaille comme ça. Ok. Dans quel domaine de l'étude on vous demande d'avoir le module? Est-ce que quelqu'un a un programme où on lui demande d'avoir le module? Vous-même? Ok, très bien, toi-même. Très bien. Si tu as déjà le module, pourquoi tu as encore besoin du professeur? Pourquoi quand on a le livre, on a encore besoin d'un professeur qui doit nous expliquer le livre qu'on a pourtant? Parce qu'en vérité, dans la connaissance, il y a des niveaux. Il y a deux principaux niveaux. Il y a ce que je connais et puis il y a ce que je comprends. Quand vous voyez quelqu'un ici devant en tant que professeur dans une salle de cours, sachez que même si vous avez le même livre que lui,
vous avez avec le livre ce que vous pouvez connaître. En lisant et en comprenant, vous comprenez ça. Maintenant, lui, il est professeur parce que, à part le livre, il a la compréhension de ce que vous connaissez. Vous lisez, vous connaissez. Lui, il vous explique. C'est la raison pour laquelle vous faites des examens. À quoi sert l'examen? L'examen ne consiste pas à vérifier si vous avez entendu ou écouté, mais plutôt si vous avez compris ce qui a été expliqué. Donc, quand un étudiant n'arrive pas à réussir un examen, à quel niveau il y a eu faille? Il y a eu faille dans la compréhension. Il a entendu, il a enregistré, il a même le cours avec lui, mais il n'a pas compris. Le problème, c'est que comprendre, la compréhension est un esprit. C'est la raison pour laquelle on vous envoie quelqu'un vous expliquer. Dans le cadre de l'éducation, quelqu'un doit venir vous expliquer. Le livre n'ayant pas d'esprit, le livre ne peut pas vous expliquer. Dans le contexte maintenant de la foi en Dieu, pour vous amener à le comprendre, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Dieu fait? Il vous envoie son esprit. Parce que même si vous avez son livre, même si vous allez dans sa maison, même si vous êtes au contact de sa musique, tant que vous n'avez pas son esprit, vous ne pouvez pas comprendre. Alors qu'est-ce qu'il faut à l'homme extérieur qui est l'homme sensuel et puis l'homme intérieur qui est votre esprit? Qu'est-ce qu'il faut pour finalement créer une symbiose parfaite afin de pouvoir mener une vie normale? C'est ça que ce texte dit. Vous avez le texte? Regardez. On dit Cantique de David, l'Éternel est quoi? L'Éternel est quoi? Qui est le berger? Il y a l'Éternel et cet Éternel devient qui? Le berger. Les gens pensent qu'ils peuvent s'en sortir sans avoir un berger. Je viens de le dire. Mon tort. Si vous n'avez personne qui vous guide, personne qui est un repère, personne qui vous oriente, parce que vous devez savoir que la vie d'un homme qui réussit, c'est la vie d'un homme qui a des pères. Il y a le papa qui est le père géniteur. Dans la vie, vous allez rencontrer le beau-père, c'est aussi un genre de père. Est-ce que vous comprenez? Et puis il y a des autres pères qui de fois peuvent vous expliquer ce que papa lui ne vous explique pas. Par exemple, tous les enfants n'ont pas appris avec papa la sexualité. C'est vrai ou c'est pas vrai? Papa, il a dit, lui il s'est dit, oh mon Dieu, ça, laisse ça comme ça. Maman dit, mais pas à l'enfant, laisse ça comme ça. Parce qu'il n'arrive pas à s'asseoir avec toi pour t'expliquer le sexe. Mais quelqu'un d'autre peut t'expliquer comment vivre, comment éviter, comment ne pas faire. C'est un genre de père. C'est la raison pour laquelle dans la vie d'un homme, Dieu lui a donné des pères qui sont en réalité des bergers. Et c'est pourquoi Dieu dit, je ne suis pas seulement l'Éternel, je suis ton berger. Beaucoup de choses qu'on ne comprend pas, c'est parce qu'on vit une vie solitaire. L'Esprit de Dieu vient être le berger de mon corps et de mon esprit. C'est pourquoi le livre de Romains chapitre 8 vous dit quoi? Le Saint-Esprit témoigne à qui? À mon esprit que je suis qui? Enfant de Dieu. Je ne sais pas si c'est ici ou c'est ailleurs où j'ai parlé de l'apôtre Paul qui rencontre des disciples. C'est ça? C'est ici? Ah, c'était en bas. C'est là? Les gars prient déjà. Ils prient depuis longtemps. Mais quand ils regardent les gars comme ça, ils disent ça ne va pas. Les gars là, c'est comme s'ils n'ont pas quoi? Le Saint-Esprit. Donc c'est l'Esprit de Dieu. Et cet Esprit de Dieu, quand il est maintenant en vous, entre votre esprit et votre corps, pour tout gérer, celui-ci va faire deux actions. Première action, l'Esprit va vous pousser à aimer les Écritures qui sont quoi? Une lumière sur mon chantier, une lampe à mes pieds. Donc vous allez commencer à prendre la parole de Dieu très au sérieux. Après cela, deuxième chose, le Saint-Esprit fidèlement doit vous amener vers un coach.
Il doit vous permettre d'identifier quelqu'un qui va vous aider à aller plus loin. Tous vos textes, les jeunes, quand vous pouvez lire notre livre sacré, à chaque fois qu'un livre sacré, la Bible s'adresse à un jeune, vous allez voir que derrière cela, on lui dit, si tu obéis à temps, et si tu marches selon ses voies, si tu ne t'en détournes ni à gauche ni à droite, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu auras du succès. Si vous n'avez pas de coach, même si tu es intelligent, ton intelligence va t'amener à commettre des erreurs que tu pouvais ne pas commettre si tu étais coaché. Pourquoi? Parce que l'homme a besoin de 3 sortes d'autorité. Première autorité, une autorité au-dessus de lui, afin de l'amener à ne pas faire ce qu'il ne doit pas faire, même quand il veut le faire. Deuxième autorité, une autorité égale à lui, afin qu'il soit capable de comprendre l'importance des autres. Dernière autorité, une autorité inférieure à lui, afin qu'il découvre jusqu'où il peut faire du bien aux autres sans aller au-delà, sans exercer de l'autoritarisme. Par l'autorité qui est inférieure, l'homme découvre qu'il n'est pas méchant. Voici l'équilibre d'un homme. Autorité au-dessus, autorité égale, autorité inférieure. Autorité au-dessus, c'est un chef. Autorité égale, c'est un ami, un frère, quelqu'un avec qui on partage des moments, quelqu'un qu'on considère. Autorité inférieure, c'est quelqu'un qu'on gère. Un enfant, son petit frère, si tu es en classe supérieure, quelqu'un, les nouvelles années, quelqu'un que tu gères et dont tu découvres qu'en les gérant, tu fais bien ton travail. Ces 3 choses t'équilibrent. Si tu n'as pas ces 3 choses, même si tu es intelligent, tu te trouveras en train de faire beaucoup de choses qui te plongent dans la confusion. Le berger. L'esprit et le berger. L'esprit et le coach. L'esprit et le coach. C'est bon? Autre question? Oui? Moi, j'ai un berger. J'ai un berger, j'ai un coach. Oh, c'est-à-dire, quand j'ai rencontré mon coach, quand j'ai compris la réalité du coach, parce que j'ai commencé ce que je fais avant d'avoir un coach, j'ai connu des problèmes. J'ai connu des problèmes simplement parce que je ne savais pas comment affronter certaines circonstances de la vie. Mais maintenant que j'ai eu mon coach, waouh! C'est pourquoi je suis à Dakar. C'est pourquoi je suis à Dakar, parce que c'est à cause de mon coach que je suis à Dakar. Je vais dans les pays où je vais à cause de mon coach. J'ai compris comment on fait, j'ai compris comment on actionne ça, j'ai compris comment on trouve de l'argent, j'ai compris comment on organise ceci, j'ai compris comment on manage des étudiants, comment on envoie des... J'ai compris tout ça à travers mon coach. Oui? Bonsoir à tous. Bonsoir. Moi c'est Stevie, je fais informatique appliquée à la gestion d'entreprise. Oui? Bon, ma question concerne plus le leadership. Très bien. La première question est la suivante. Quelles sont les différentes étapes à franchir afin de devenir un leadership? Afin de devenir un leader. Oui. La deuxième est, quelles sont les aptitudes à avoir en étant leader? Ça c'est carrément, ta question pose carrément, à la limite tu demandes le cours de leadership. Parce qu'en vérité c'est ça. Donc c'est tout un cours. La première chose, mais je vais répondre quand même à tes 2 questions brièvement. La première chose, donc tu as dit, qu'est-ce que c'est le leadership ou bien? Qu'est-ce que tu as posé comme question? Quelles sont les différentes étapes à franchir en étant... La première chose à retenir, les leaders ne deviennent leaders que par des lois de leadership. Le leadership, au fond, c'est un ensemble de lois. Dès qu'on dit que c'est un mauvais leader, ça veut dire qu'il ne respecte pas les lois. Dès qu'on dit que c'est un bon leader, ça veut dire qu'il respecte les lois. Leadership, c'est seulement des lois. S'il plaît à Dieu, demain, et même mercredi, quand on sera, j'ai commencé avec certains même à parler déjà des lois de leadership. C'est juste un problème de loi. Alors mais maintenant, les lois là, c'est des habitudes qu'il faut s'appliquer à soi-même. Et pour s'appliquer ces habitudes-là, il faut avoir 2 idées, 2 choses en toi. La première chose, il faut avoir un ras-le-bol. Quand tu n'as pas de ras-le-bol, tu ne peux pas devenir leader. Parce que tu es toujours capable de subir la vie. Les leaders souvent sont des personnes qui sont animées d'un ras-le-bol. Il faut dire, je veux que les choses changent. C'est à partir de ce moment, c'est comme ça que Mandela est devenu leader.
Martin Luther King est devenu leader de cette manière. Les leaders deviennent Gandhi. Toutes ces personnes deviennent des leaders en disant c'est trop. Il faut un ras-le-bol pour devenir leader. Tant qu'on n'a pas de ras-le-bol, on accepte de subir la vie. Maintenant, les étapes sont les différentes lois. S'il plaît à Dieu, demain, je donnerai quelques lois du leadership. Je suis venu à Dakar pour travailler avec l'organisation sur le leadership. Et on a commencé quelques séances sur le leadership. Et mercredi, on va encore toucher cela. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je me prénomme Joseph. Oui. Étudiant à l'Université du Sahel sur les sciences économiques et gestion. Hier, il y a deux mots qui m'ont juste marqué. C'est vivre et exister. Vous me faites comprendre qu'un être humain peut vivre sans savoir qu'il existe. Et moi, j'aimerais savoir comment un être humain peut vivre sans savoir qu'il existe. Ok. Non, je n'ai pas dit qu'un être humain peut vivre sans savoir qu'il existe, mais plutôt un être humain peut exister sans vivre. C'est ce que nous avons vu tout à l'heure. Vous avez vu le texte que j'ai montré sur l'animalité de l'homme? L'animalité de l'homme. On a vu ça tout à l'heure. N'est-ce pas? Comment l'homme peut avoir les mêmes désirs que l'animal, n'est-ce pas? Sans finalement se comporter comme un vrai homme. Et j'ai passé, je crois, toute la journée à montrer combien de fois, même si quelqu'un a étudié, n'est-ce pas, son QE peut complètement l'amener à faire le contraire même de ce qu'il a étudié. Dès que l'homme ne peut plus fonctionner en homme, il devient, d'après notre texte, l'homme animal. À partir de ce moment, l'animal existe. L'animal ne vit pas. Par exemple, si vous tuez un cafard qui passe en ce moment, on ne vous arrête pas. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi si vous tuez même une poule, on ne vous arrête pas? Vous savez si vous tuez une fourmi, on ne vous arrête pas? Non, c'est simplement parce que cette vie existe, mais ce n'est pas une vie qui a de la valeur. C'est une vie, juste que cette vie n'a pas de valeur. Donc, c'est une vie qui existe, mais pas une vie. Elle n'a pas d'intelligence. Cette vie n'a pas d'intelligence. Cette vie n'a pas de projet. Cette vie n'a pas de perspective. Cette vie n'a pas de valeur. Et donc, c'est une vie, mais c'est une vie qui existe sans vivre. Et si les animaux vivent, vous êtes donc des criminels en les mangeant. Qui se sont criminels ce soir? Alors que tu manges les animaux. Ce sont des vies qui existent, mais nous ne les considérons pas comme des vies parce que ce sont des vies sans intelligence. D'où, dès que l'homme devient animal, il ressemble à l'animal. Il existe, mais il ne vit plus. Par exemple, comment vous faites avec un appareil qui normalement devrait fonctionner comme ça, mais finalement il ne fonctionne plus comme ça? C'est toujours un appareil, juste que dans sa fonctionnalité, ça ne fonctionne plus. D'où ça existe toujours, mais ça ne fonctionne plus. Dès que l'homme ne fait plus ce qu'il doit faire comme homme, il existe, il ne vit plus. Vivre, c'est faire. Vivre, c'est penser. Vivre, c'est agir. Vivre, c'est réagir. Vivre, c'est réaliser. Vivre, c'est accomplir. Quand on ne fait pas ces choses-là, on existe. On ne vit plus. Mais ça, c'est un peu de la philosophie. Oui, on va terminer. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Je suis Edouard Djejou. Oui. Ok, moi je veux poser des questions. Je veux poser ma question par rapport à la richesse, comment dire, le riche et le pauvre. Et, comment dire, je travaillais. Ok. Je travaillais. Mais à la fin du mois, de chaque mois, je me retrouve avec presque 0 francs. Je m'endettais des fois. Il y a des fois des gens malhonnêtes qui viennent me dire que hey, j'ai tel problème, ainsi de suite. Et par pitié, des fois, je dépense mon argent sans me rendre compte. Ok, donc, et finalement, à la fin, j'ai prié le bon Dieu
Et une idée est venue de démissionner parce que ça ne me sert absolument à rien. Ok, la question, je voulais savoir comment je vais faire pour ne pas encore retrouver dans ces problèmes. Ok, qu'est-ce que vous avez fait après avoir démissionné? Après avoir démissionné, je me suis encore retrouvé, je me suis inscrit pour Ok, vous êtes retourné à l'école, c'est ça? Oui. Ok, vous travaillez, vous avez démissionné parce que votre travail ne vous satisfaisait pas en termes de revenus, n'est-ce pas? Et maintenant, vous avez donc démissionné pour retourner à l'école. Alors moi, j'ai envie de vous poser une question. Vous êtes retourné à l'école étudier autre chose, c'est ça? Oui. Vous êtes allé étudier cela pour quoi? Vous étudiez là pour quoi? J'ai étudié pour devenir avocat. D'accord, oui, mais vous étudiez pour, à la fin, vous voulez faire quoi? À la fin, pour devenir riche. Pour travailler. Ça signifie qu'au fond, vous avez quitté un travail qui vous payait peu et vous êtes venu à l'école pour essayer de voir un travail qui va encore vous donner un peu plus d'argent. J'aimerais à la fin travailler et avoir un projet dans le futur. Non, on n'étudie pas pour avoir un projet dans le futur. Vous apprenez pour avoir un salaire. Parce que si vous avez changé de branche, c'est parce que vous avez dit que la branche là paye mieux. Je sais que les étudiants, c'est comme ça qu'ils pensent. Que la branche là, la branche là paye mieux. Alors, mais c'est ça, je sais que tout le monde est ça. Sachez qu'ici, même ce soir, il y a des étudiants qui ont changé de série. N'est-ce pas? C'est ça ou c'est pas ça? Il y a des gens même qui changent 7 fois la série. Quand il est venu à Dakar, il faisait comptabilité. Après maintenant, il est maintenant ici. Après maintenant, les écoles même connaissent tout son nom. Même les autorités le cherchent. Il y a des gens qui cherchent à Dakar. Donc, vous voyez, cette séance, elle est très importante pour vous. Pourquoi? Parce que moi, je suis venu vous expliquer une chose importante. La première chose que je vais vous expliquer, c'est votre réussite ne dépend pas de votre QI, quotient intellectuel. Votre réussite dépend d'abord de la chose qui vous gère le plus, quotient émotionnel. Lorsque votre quotient émotionnel a été mis en ordre, il ne se met en ordre que par Dieu, par une foi sincère. C'est cette puissance qui vous permet d'écraser vos appétits, écraser vos habitudes, écraser vos tendances, écraser des choses qui ne sont pas bonnes, mais avec lesquelles vous avez grandi. Lorsque maintenant vous avez pu travailler, parce qu'on vous aide à travailler votre vie, travailler votre quotient émotionnel, à partir de ce moment maintenant, votre quotient intellectuel, peu importe le domaine dans lequel vous avez étudié. Est-ce que vous comprenez? La richesse n'appartient pas à tel secteur, tel secteur. Deux fois que vous écoutez des gens dire dans quoi ils étudient, quelqu'un va vous dire que non, j'étudie en temps. Même l'expression, tu as l'impression que tu n'as jamais entendu ça. Et tu peux croire que ça c'est un secteur vraiment particulier. Non, la richesse, moi j'ai étudié en théologie. J'ai étudié en théologie. Mais ce n'est pas ce que j'ai étudié qui me donne les possibilités que j'ai. Les étudiants que je subventionne étudient dans les secteurs lesquels je n'étudie pas. Moi, mon problème est que je suis un peu émotionnel à chaque fois quand quelqu'un vient me dire que j'ai tel problème. Parce que je m'engage à l'aider sans me rendre, en abandonnant presque mes erreurs, qui commandaient mes projets pour aider cette personne. Quoi, vous prenez de votre argent et vous aidez tout le monde? Non, ce n'est pas tout le monde, mais il y a aussi... Et vous vous êtes rendu compte que votre salaire ne suffisait pas? Peu importe, dès que votre salaire ne suffit pas, cela signifie que vous n'êtes pas satisfait de ce salaire. Est-ce que vous comprenez? Quand je ne suis pas satisfait de mon chiffre d'affaires, chaque fois que je ne suis pas satisfait, je travaille pour augmenter mon chiffre d'affaires. À chaque fois que je ne suis pas satisfait, je travaille. À chaque fois que je modifie mon chiffre d'affaires selon les objectifs que je veux atteindre. C'est ce qu'on appelle la liberté. Vous êtes libre quand vous pouvez modifier ce que vous voulez. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais ce que je viens de vous dire, ce n'est pas l'étude. Ce sont les actifs. Augmenter son économie ne vient pas de ce qu'on aura étudié pendant 30 ans, mais plutôt mais si on comprend l'éducation financière. C'est l'éducation financière qui change votre économie. Ce n'est pas nécessairement ce que vous avez étudié à l'école. Si vous étudiez une chose à l'école et vous êtes un dépensier, vous êtes quelqu'un qui a des passifs, vous ne serez jamais satisfait. Jamais vous ne serez satisfait, peu importe le domaine dans lequel vous avez étudié. Il faut donc régler le problème des actifs et le problème des passifs. Mais le problème des passifs là, c'est en relation avec votre personnalité intérieure.
Et la personnalité intérieure là, elle ne peut changer que si vous êtes exposé à recommencer votre vie sur des meilleures bases. Quelqu'un qui n'a pas étudié 15 ans, 10 ans, 5 ans comme vous, et je vous l'ai montré tout à l'heure, peut être 10 fois, 40 fois plus riche que vous. Ça n'a rien à voir avec. Est-ce que vous comprenez? Demain, aujourd'hui on a introduit cela, le KIF, le quotient intellectuel financier. Demain, nous allons vous montrer de manière pratique comment ça se fait. Et vous allez vous rendre compte que, donc c'est un problème d'habitude, c'est un problème de comportement intérieur, c'est un problème de qui je suis. Vous me suivez bien? Vous allez bien vous rendre compte qu'il faut donc que vous changiez pour voir les choses changer. Tant que vous ne changez pas et que vous pensez que c'est l'école, ce que vous apprenez, qui va vous faire changer les choses, ça ne va pas vous faire changer les choses parce que l'école ne peut vous influencer qu'à 30%. Ce qui vous influence à 70%, c'est votre homme intérieur. Et cet homme intérieur, comme il a posé la question, comment faire maintenant pour coordonner tout cela? Je dis, il faut orienter sa vie dans Dieu. Deuxièmement, il faut maintenant que vous recevez son esprit et que vous puissiez comprendre l'utilité de sa parole et d'être coaché. Lui, par exemple, s'il vous fait son témoignage, il est l'expression de ce que je suis en train d'expliquer. Orienter sa vie, recevoir la vie de Dieu par la parole et l'esprit, et ensuite un coach. Et le coach qu'il a eu lui a permis de recommencer, de sauver 10 ans. Il avait perdu 10 ans dans un domaine, et un coach là, lui a permis de rattraper 10 ans de perdu. 10 ans. Donc, ce sont des choses simples dont on a des preuves partout. Ce sont des choses simples. Nous venons au fond pour aider les gens et pour dire aux gens, nous voulons vous aider. C'est pourquoi vous voyez que nous faisons tout ça. Est-ce que vous avez vu que depuis que nous sommes venus, nous vous avons demandé des choses? Nous n'avons pas demandé. Nous faisons ça pour dire, vous pouvez changer votre vie. Vous pouvez changer votre vie. Vous pouvez devenir meilleur. Vous pouvez. Donc, ces choses que j'explique, ne pensez pas que c'est une séance. Vous prenez un mot et puis vous dites, j'ai pris la doc. Et puis vous partez chez vous et puis, boum, vous devenez riche. Non, c'est une éducation. On doit vous montrer comment ça se passe. On vous éduque. On vous dit, arrête ça. On fait plutôt comme ça. C'est dans les enseignements. Et plus tu accumules, tu changes tes habitudes, tu changes tes goûts, tu changes tes relations. Moi, j'ai changé mes relations. L'endroit où je partais ne me permettait pas de garder certaines relations. Parce que c'est dans les relations qu'il y a des conversations. Et il y a des conversations que je n'ai pas. Je ne peux pas discuter de ça parce que je n'ai même pas le temps matériel de ça. Donc, réussir, c'est un ensemble d'habitudes. Et ces habitudes-là, on ne les trouve qu'auprès de lui, Dieu. Et vous allez voir que... Mais c'est facile, simple. Il suffit simplement d'être humble. Et vous voyez comment votre vie change. C'est bon? Bon, je pense que demain, on va avoir le temps. On va prendre deux dernières questions ici. Et puis elle a levé la main là. Voilà, on prend deux dernières questions. Et puis demain, je vais rentrer sur provoquer l'esprit des actifs. Je sais que tout le monde est plein de passifs ici. N'est-ce pas? Je sais que tout le monde est plein de passifs ici. Les gens ont tellement de passifs. Il y a des gens qui ont des passifs personnels, des passifs qu'ils ont pris chez les parents, des habitudes qu'ils ont pris chez les parents, des habitudes qu'ils ont pris dans leur quartier, des habitudes qu'ils ont pris dans leur nationalité. Oui! Il y a des... Hein? Fort. Il y a des gens qui ont beaucoup de passifs. Oui? Allô, oui. Oui, on y va? Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Je vous remercie déjà pour votre intervention, mais j'ai une question. Oui. J'aimerais savoir comment est-ce qu'il faut choisir son coach. Ok, moi aussi j'ai une question. Tu es de quelle nationalité? Excusez-moi, je ne suis pas présentée. Je suis togolaise. Ok, j'ai reconnu l'accent. D'accord. Bon, Okay. je m'appelle Adeline et j'ai fait le master en audit. D'accord. Alors comment
comment choisir son coach? Celui qui parle à votre cœur. Ça, c'est d'abord de manière générale. Le coach est celui qui parle à votre cœur et qui parle à votre intelligence. Dès que quelqu'un est capable de parler en même temps à votre intelligence et à vos émotions, vous devez faire attention. Ça, c'est d'abord de manière générale. Maintenant, de manière particulière, par exemple, nous sommes dans une organisation et notre organisation croit en Dieu, à des églises. Il s'agit du VLR. Là-bas, dans le contexte maintenant où vous êtes, vous décidez de changer votre vie, parce qu'il y a coach d'abord de manière générale, et puis il y a un coach orienté, ça veut dire pour votre vie. Tous les coachs ne managent pas votre vie. Il peut y avoir le coach qui vous gère seulement dans le domaine professionnel ou bien en tant qu'étudiant. Mais il y a le coach qui est un père, qui gère votre vie. Ça veut dire, même pour faire un choix personnel, vous avez besoin de vous rassurer. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai par exemple dit que j'organise par exemple ce qu'on appelle chez nous le MICPACA, les 1000 mariages. Et là, ça me permet de recevoir plusieurs personnes, des centaines de personnes qui se marient. À partir de ce moment, on oriente, on montre comment on gère la vie, comment on gère la relation à deux, comment on gère les enfants, comment on gère le budget personnel, comment on gère les conflits. Ouais, ça, c'est un degré maintenant de coaching où la personne, on gère sa vie. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, les coachs, ça dépend du niveau. Quand maintenant vous avez un coach sur la dimension de père, c'est-à-dire quelqu'un que vous faites confiance, qui vous fait confiance et dont vous avez besoin des informations, etc. Comment reconnaître cette personne? Cette personne parle à votre cœur et à votre avenir. C'est quelqu'un qui se préoccupe de votre avenir. Vous comprenez? Il ne se préoccupe pas seulement de vos études ou bien de votre travail. Il se préoccupe aussi de votre avenir, comme papa à la maison se préoccupe de votre avenir. Donc c'est pourquoi le coach particulier est un père. Il se préoccupe de votre avenir. Donc comment vous pouvez reconnaître cela? Par sa manière de vous parler. Sa manière de vous parler vous renseigne, vous sensibilise, vous interpelle. Cherche à vous remettre dans l'ordre de vos habitudes, de vos comportements et de vous faire sortir des mauvaises choses. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand vous assistez à des conférences, vous allez voir qu'il y a des conférenciers qui viennent vous dire par exemple comment réussir dans le contexte de l'Afrique. Et puis ils vous parlent beaucoup de théorie. Ça ne touche pas vos habitudes, ça ne touche pas votre comportement personnel. Est-ce que vous comprenez? Il ne fait pas la différence entre votre QI et votre QE. Alors que pendant qu'il vous renseigne sur le QI, le QE est tellement puissant pour vous amener toujours à échouer. C'est pourquoi on a des intellectuels, des gens qui assistent à toutes les conférences, mais quand ils sortent de là, ils dépensent toujours plus que comme avant de rentrer à la conférence. Donc, ça n'a pas travaillé dans son avenir. Donc, c'est vous qui devez être sensible pour reconnaître. Le coach, ce n'est pas votre copain. Hein? Quand un garçon vient, il te fait la cour et puis te dit, je vais être ton coach. Non, ça, ce n'est pas le genre de coach là. Ça, c'est un autre truc. Voilà. Le coach, il parle. Le coach, papa, il parle à votre avenir. Il se préoccupe de qui vous êtes, de ce que vous allez devenir, de comment vous allez terminer. Il touche donc le domaine intellectuel, le domaine moral, le domaine spirituel, le domaine du comportement. Il touche tous ces domaines. Et puis il y a le coach sur le plan professionnel ou bien sur le plan académique seulement. C'est un peu comme quelqu'un qui vous accompagne dans votre thèse. Voilà, ça c'est un genre de coach. C'est un coach partiel. Ce n'est pas un coach total. C'est juste quelqu'un qui vous manage pendant un temps. C'est bon? On a terminé? On avait la question ici? C'est la dernière question ici. C'est vrai qu'on avait... Non, elle n'a pas posé. C'est elle qui avait la main depuis longtemps, mais elle n'a pas posé sa question. Bonsoir. Moi, c'est Grace. Je suis étudiante en relations internationales. Ok. D'accord. Ma question consiste sur le leadership. Vous avez dit que pour être un vrai leader, il faut déjà avoir un mentor. Oui, on ne peut pas avoir de leader sans avoir. Maintenant, j'aimerais savoir, y a-t-il des personnes condamnées à être assujetties à d'autres? Ou bien d'autres qui sont nés pour être des leaders? C'est une très bonne question qu'on pose dans le leadership. Est-ce que il y a des personnes, les personnes qui suivent les leaders, on les appelle des suiveurs. La caractéristique d'un leader, dès que vous voyez un leader,
C'est pourquoi beaucoup d'entre vous étudient dans des domaines où on vous dit c'est du mensonge. Un manager n'est pas un leader. Il y a une différence entre mener les gens, c'est-à-dire conduire les gens quelque part, et puis diriger les gens. Ce que le management fait comme erreur, c'est que les managers pensent qu'ils sont des leaders, alors que le manager, lui, il dirige les gens. Le leader, lui, il conduit les gens quelque part. C'est deux choses différentes. Et c'est pourquoi beaucoup de gens se trompent quand ils disent je suis manager, je suis en management, etc. Et là-bas, on vous dit c'est du leadership. Ce n'est pas du leadership. Le leadership conduit les gens quelque part. Le management organise et dirige les gens. Est-ce que vous me suivez bien? Alors, en termes donc d'assujettissement, comme vous dites, est-ce qu'il y a des gens, on appelle des suiveurs? Est-ce qu'il y a des gens qui sont condamnés à être des suiveurs d'un leader? Oui. Par qui? Par eux-mêmes. La force d'un leader, c'est que le leader, lui, il conduit des suiveurs. Il les conduit dans le but de devenir des leaders. Par exemple, moi, j'ai des centaines de leaders. Chaque jour, j'en crée. Je vis pour créer des leaders. Donc, le leader crée. Il prend la personne au bas de l'échelle, il encadre, il forme, il enseigne, il oriente et il booste. Il met des défis d'information pour que le leader... C'est moi qui l'ai envoyé ici. Je l'ai formé, après envoyé. Je l'ai fait au Canada, au Cameroun, au Togo et partout. Je suis en train de le faire partout. Donc on prend au bas de l'échelle, on encadre, on change, on lave, on modifie, on informe, pac, on élève, pac, on envoie. Je l'ai fait en Chine, maintenant. Donc, mais j'ai aussi des suiveurs que pourtant je tire. Ils disent, oh, vraiment, moi je vais mourir suiveur. Alors, quand tu veux mourir suiveur, pas de problème, tu meurs suiveur. Est-ce que vous comprenez? Donc il y a des gens qui eux-mêmes se condamnent. Eux-mêmes se condamnent suiveurs. C'est un peu comme des employés. Les employés sont des suiveurs. Ils sont assujettis à quelqu'un. Parce que vous devez savoir que dès que vous êtes employé, qui commande votre salaire? L'employeur. Dès que vous êtes employé, vous êtes là de forme à la fin de l'année. Vous attendez si vous aurez une promotion. Vous êtes là. Vous dites, ah, moi, est-ce que j'aurai une promotion? Vous vivez de la pitié de l'employé. Et le jour que l'employé n'aime plus votre tête, pour tout et pour rien, il arrive comme ça, le matin, il descend de sa voiture, le directeur général, je n'aime pas ta tête. Il vous licencie. Il vous paye votre joie. Tant pis, vous partez. Donc, quand vous êtes un employé, vous êtes effectivement un suiveur. Et vous pouvez être ce suiveur qui prend seulement l'élan afin de devenir demain aussi un leader. Donc, un employeur. Donc, vous comprenez que pourquoi quelqu'un reste toujours assujetti? C'est parce que lui-même décide, ne se sent pas assez fort pour affronter les habitudes des leaders, parce que les leaders ne deviennent leaders que par un ensemble d'habitudes qu'on appelle les lois du leadership. Et ces lois sont bien. Par exemple, quand je reviendrai, si les autres me permettent, on va venir travailler, on va parler des lois du leadership. On va voir, par exemple, les différentes lois. C'est des lois très puissantes, que même si vous êtes au village, dès qu'on vous explique ça, et que vous acceptez ça dans votre vie démarre. Même si vous êtes au village. Vous comprenez ça? Même si vous êtes... Une des lois que j'aime, par exemple, parmi les 27 lois du leadership, ou les 21, etc., il y a la loi de l'influence. On vous montre comment on influence les gens. Parce que vous avez appris que l'influence est une chose négative, c'est faux. L'influence est la seule force qu'on utilise pour conduire les gens quelque part. Que vous le vouliez ou pas, si vous êtes un Africain, vous êtes francophone, la France vous influence. La Russie influence quelqu'un d'autre, la Chine influence quelqu'un d'autre. Le monde est un monde de domination. Ou vous êtes dominé, ou c'est vous qui dominez. C'est comme ça, il n'y a pas... Ne cherchez pas à dire que vous êtes libre, personne n'est libre. Ou tu domines, ou on te domine. C'est comme ça.
Donc si quelqu'un reste assujetti, il est toujours là, c'est parce que lui-même a voulu. J'ai été suiveur de quelqu'un. J'ai appris auprès des gens, j'ai suivi, et puis, pac, je suis devenu leader. Chaque jour. Parce qu'une autre loi du leadership, pour ça s'appelle la loi du processus. Un leader apprend toujours. Il découvre toujours. C'est pourquoi je vais à des conférences constamment. Aller apprendre, renouveler, accentuer mon leadership. Je connais des hommes qui sont des rêves du monde. Rien que sa vie te fait pleurer. Tu veux devenir comme lui. Une des choses que le leader aime, c'est les choses qui lui lancent des défis. Plus tu vois des choses, plus ça te lance des défis. De devenir meilleur. C'est une belle vie. Quand je vois des gens qui ne sont pas des leaders et qui ne cherchent pas à devenir des leaders, je pleure. Parce que quand je vois même comment ils sont, je dis, si lui a été un leader, il serait bien dans la vie. Parce qu'il y a des gens qui ont l'intelligence pour devenir leader, mais ils n'ont pas l'homme intérieur. Il faut donc accepter d'abord d'être changé dans son intérieur pour ensuite mettre son intelligence au service de ce que Dieu a mis dans ton cœur. C'est bon? Madame, c'est bon, on a répondu à votre question? On attendra demain? Très bien. Est-ce qu'on peut acclamer? Non. Est-ce qu'on peut acclamer? On se lève. Est-ce qu'on peut acclamer 7 fois? 7 fois. Ah, c'est tellement confus. C'est ici qui gaspille. 7 fois. Alors, demain, on va essayer de terminer demain. Si vous avez l'occasion d'être là demain, je vous exhorte à ne pas rater la séance de demain. Et si vous connaissez quelqu'un, un passif expérimenté, si vous connaissez un passif expérimenté, quelqu'un qui gaspille de l'argent du matin au soir, vous pouvez demander à cet ami, à ce collègue, qu'il n'a pas encore raté, il peut encore écouter quelque chose qui puisse changer sa vie. Est-ce que vous me suivez? Voilà. Vous donnez le programme? Vous donnez le programme? Le programme en quelques minutes. Comme nous vous avons expliqué durant la journée, nous avons défini 3 points de ramassage, dont le premier point de ramassage. Si vous pouvez vous asseoir quelques minutes, le temps pour nous de faire passer le...